Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. Le sol tremblait dans un grondement profond et grinçant, et les lumières vacillaient dans l'abri exigu. De la poussière pleuvait du plafond en béton. Quelque part dans l'obscurité, un enfant hurlait. Un autre se mit à pleurer, ses sanglots étouffés par le grondement étouffé d'une autre explosion au-dessus. Jalen Cox pressa une main contre le terminal radio. Le signal était faible, à peine plus qu'un murmure à travers les parasites. Ses doigts, craquelés et noircis par des semaines de fouilles et de soudure de ferraille pour en faire du matériel de survie, planaient au-dessus du cadran de fréquence. Il se pencha, les lèvres à peine mobiles. Je répète, ici l'avant-poste 9, nous sommes... La voix s'évanouit. Un gémissement aigu emplit le casque, suivi d'un silence. Il retira lentement le casque, clignant des yeux devant l'écran éteint. Le voyant rouge clignota une fois, puis s'arrêta. Plus rien. Il se tourna pour parler, mais une autre détonation secoua le bunker, faisant basculer le sol sous lui. Un panneau se détacha du plafond et s'écrasa contre le mur, projetant une étincelle dans l'étroit couloir. Près des portes blindées, le sergent Vince Coppel appuya son épaule contre l'entrée et poussa une famille de 3 personnes vers la chambre intérieure. La plus jeune serrait un jouet effiloché, le visage strié de suie. « Continuez à avancer », ordonna Vince d'une voix basse et mesurée. Du sang coulait d'une entaille sur sa tempe, se faufilant à travers la crasse de sa mâchoire. Son uniforme était déchiré à la manche, mais ses yeux restaient fixés vers l'avant. Une femme d'une 50aine d'années s'effondra à côté de lui, sanglotant dans ses mains. « Mon fils, il n'est pas arrivé à temps. Il était dehors. » Vince s'accroupit, une main sur son épaule. « Alors il voudra que tu survives, » dit-il doucement. « Tu m'entends ? Garde la tête haute. Pour lui. » Elle acquiesça à travers ses larmes. Il l'aida à se relever et se retourna vers l'entrée, aboyant au technicien près des commandes de tir. « Celle-là, on a tout ce qu'on peut. » Tandis que les portes se refermaient, Vince jeta un coup d'œil à la radio, toujours accrochée au mur du fond, inondée de parasites. Quelque chose ? Jalen secoua simplement la tête. Le dernier signal venait de la crête orientale, puis plus rien. Vince ferma les yeux un instant. Dehors, le ciel était bleu quelques jours auparavant. Maintenant, ce n'était plus que feu et ruines. Le grondement de l'artillerie s'estompa dans un silence glacial. Dans la chambre stérile du Haut Conseil de la Coalition, le silence était encore plus profond. 12 êtres étaient assis en demi-cercle au-dessus d'une plateforme centrale. Leurs robes étaient immaculées, leurs expressions mystérieuses. À l'étage en dessous, l'ambassadeur David Caron se tenait seul, les poings serrés. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais de retenue. « Elandros III était sous protection de non-engagement, dit-il. Article 14, paragraphe 3. Signé, scellé et réaffirmé par ce même conseil il y a 20 ans, le délégué Celiari, un être aux longs membres à la peau translucide et aux excroissances semblables à des pierres précieuses le long de la crête, fit un geste de rejet de sa main à 3 doigts. Le pacte avec le domaine Tariq exigeait des concessions tangibles, déclara-t-il d'une voix rauque comme l'air s'échappant d'un conduit d'aération. La planète était stratégiquement sacrifiable. Stratégiquement, David fit un pas en avant. Il y a des familles là, dessous, des scientifiques, des mineurs, des enfants, des citoyens humains, et nous les avons livrés à une force hostile parce que c'était viable. L'orateur Krivak, enfermé dans une armure dorée qui vibrait faiblement d'énergie interne, se pencha en avant, son visage était dissimulé derrière un casque miroir. La survie de la coalition exige des sacrifices calculés. La voix de David baissa. Et quand les Tariks attaqueront la prochaine planète, que sacrifierons-nous alors ? Personne ne répondit. Il parcourut la chambre du regard, pierre, cristal, lumière, richesse, et ne vit ni chagrin, ni hésitation, seulement calcul. David Caron ne parla plus. Il se retourna et quitta la chambre. À bord de l'USC Caldera, la salle de briefing était silencieuse. Les lumières étaient tamisées. La seule lueur provenait de l'écran creux fissuré affichant une transmission interrompue. Carrick Brando l'avait déjà regardée 6 fois. La 7e fois, il la laissa rejouer. La voix était humaine, celle d'un diplomate, et elle tremblait. Elandros avait été livré.
La coalition avait conclu un accord avec les Tariks. Ils ont appelé cela une nécessité stratégique. Aucun renfort n'arrive. Pas de soutien aérien. Pas d'évacuation. Si vous pouvez faire quoi que ce soit, faites-le maintenant. Faites-le vite. Karik ne dit rien. Il resta simplement planté là, les mains croisées dans le dos, regardant les mots s'estomper. La pièce derrière lui était remplie de marines. 17, certains assis, d'autres faisant les 100 pas, l'un d'eux frappant le mur du poing. « Ils tuent nos hommes !» marmonna le soldat Reese d'une voix rauque. « Ils les ont vendus, tout simplement vendus comme des animaux. Voilà ce qu'est la coalition maintenant, » aboya le sergent Moral, une bande de lâches en robe. « Ce ne sont pas des soldats, quelqu'un d'autre dit, ce sont des politiciens qui portent nos couleurs. » La colère emplit la pièce comme de la fumée. Karik se retourna finalement, son regard passa sur chacun d'eux, des hommes qui avaient combattu ensemble dans des enfers pires que celui-ci. Mais même maintenant, il y avait quelque chose de différent sur leur visage. Il s'avança. « Personne n'arrive, dit-il. Pas de renfort, pas d'hélicoptère de combat, pas de satellite, juste nous. Silence. Elandros ne brûle pas seulement, il est en train de disparaître. » Rhys fit un pas en avant. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Kerik le regarda droit dans les yeux. « On y va quand même. » La pièce se figea. Un souffle, puis un mouvement. Des soldats se lèvent, vérifient leur équipement. Sombre, sans un mot, prêts. En moins d'une heure, la baie de déploiement de la caldeira s'illumina tandis que les capsules de largage étaient préparées. La chambre vibrait au grondement des verrous magnétiques qui s'enclenchaient. Les mécaniciens travaillaient en silence, leurs mains rapides et précises. L'odeur métallique du lubrifiant se mêlait à l'ozone brûlé. À l'intérieur d'une des capsules, le caporal Juno Marik pencha la tête en arrière et murmura « Pas d'ordre, pas de renfort, pas de plan. Juste nous dans la boue. » Moral, sanglé dans la capsule à côté de lui, renifla. Exactement comme on aime. Depuis la passerelle de commandement, Karik Brando se déplaçait parmi les capsules, vérifiant les systèmes, s'arrêtant à côté de chaque soldat. Il disait peu. Parfois juste un hochement de tête, d'autres fois un bref commentaire. « Gardez vos distances. Attention au point d'étranglement, ne jouez pas les héros. » Puis il s'avança au centre de la plateforme. Le technicien de lancement lui lança un regard. « Prêt quand vous serez prêt. » Karak scruta à nouveau les visages. Des hommes qui savaient ce qui les attendait en bas. Des hommes qui n'avaient pas besoin de discours. « Vous savez ce qu'il y a en bas. » Il dit. Sa voix résonna dans la baie. « Et vous savez pourquoi nous partons ?» Il marqua une pause. Que ce soit rapide, que ce soit clair. Sa voix se durcit. Que ce soit juste. Il s'écarta. Les verrous se désengagèrent. Une à une, les capsules tirèrent, leurs boulons métalliques filant en orbite, plongeant vers Alandros 3. Vince Coppel garda les yeux rivés sur l'écran. L'affichage tremblait d'interférences. Des raies lumineuses déchirèrent les nuages, traçant des lignes de feu dans le ciel enfumé. Les capsules tombèrent comme une pluie de fer. Certaines traversèrent l'atmosphère. D'autres, il l'ignora. L'une explosa en plein vol dans une explosion de feu silencieuse. Une autre dévia de sa trajectoire et disparut derrière la crête dans une traînée de débris en fusion. Jaylen se tenait derrière lui, la main toujours agrippée au casque, attendant un signal qui ne venait pas. Le grésillement était total. Vince ne dit rien. Une capsule partit en vrille, presque perdue, puis se redressa et heurta violemment le sol. Une autre atterrit à faible profondeur dans les contreforts. Il compta, silencieusement, 12, 13, 14. Une capsule s'écrasa dans les plaines, l'impact projetant de la poussière dans l'air. Il ne pouvait voir si quelqu'un avait survécu. Derrière lui, le silence régnait dans l'abri. Les enfants avaient cessé de pleurer. Les civils attendaient. Le sol ne tremblait plus. Mais la pression restait forte. Vince redressa les épaules. Ses yeux ne quittaient pas l'écran. Il observait la descente. Il en avait assez vu, et il ne détournait pas le regard. Le premier impact a brisé le silence comme un marteau sur du verre. Une capsule de largage s'est écrasée dans les ruines d'une ancienne tour d'observation, coupant les ponts supérieurs de la structure avant d'exploser au rez-de-chaussée. Une explosion de feu et de poussière a déchiré les éclats d'obus de la nuit éparpillés sur le flanc de la colline et le grincement du métal qui s'effondre a résonné dans la vallée. Une deuxième capsule frappa plus nettement, s'encastrant entre deux routes fissurées bordées de pylônes calcinés.
Son écoutille explosa et un soldat toussant rampa dans l'air étouffé par la fumée, le front ruisselant de sang. Il appuya une main sur le côté de son casque. Ici le caporal Seth Maurer. Bravo 2 est à terre. Nous avons perdu Ortega, Vias et Tal. L'impact a détruit le châssis. Je le répète, Bravo 2 a été perdu. Spark 9 est au sol. La mission continue. Au-dessus de la couche de poussière, une réponse crépita dans les communications. Courte, nette, calme, bien reçue, dit la voix de Kerrick Brando. Notez les dernières positions connues de Tariq. Le canal Est devrait être libre de manœuvrer. Utilisez la profondeur thermique pour contourner la raffinerie. Rapportez les mouvements tous les 15 jours. À travers les ruines, les marines de Spark 9 commencèrent à émerger de leur site d'atterrissage. Personne ne parla de la capsule qui ne s'était jamais ouverte. Ils n'avaient pas le temps. Le sergent Moral se fraya un chemin à travers les décombres d'une jonction électrique effondrée, avec 3 hommes à ses côtés. Leur équipement était calciné, et la poussière collait à leur armure comme de la cendre. La rue devant eux était fracturée. La ligne médiane avait fondu en scorie suite à une récente explosion de plasma. Il s'arrêta près d'une carcasse de transport carbonisée, scruta la crête à travers sa visière et fit un signe de la main. En avant, silence. Ils se faufilèrent à travers les ruines en silence, armes prêtes. Alors que la nuit engloutissait l'horizon, le vent tourna, emportant l'odeur de carburant brûlé. Le soldat Wexler leva la main, les yeux plissés à travers sa visière brisée. « Le dépôt » murmura-t-il, sans le gel de base brut. « C'est une expédition de ravitaillement. » Moral hocha la tête. « On est arrivé avant l'aube. Petite équipe, pas de tir. » Il mit son système de communication sur écoute. « Commandant Brando, nous avons un dépôt de Tariq à Gridlima 3. Les réserves de carburant sont exposées. Aucune patrouille en vue. » La voix de Carrick résonna dans les parasites, basse et constante. La fenêtre temporelle est de 3 minutes. Utilisez le relief et la dérive de la tempête pour masquer l'approche. Reculez avant que les capteurs ne se rétablissent. Restez chirurgical. À Héro 437, heure locale, 6 marines longeaient un aqueduc brisé en direction du mur du dépôt. La structure se dressait telle une épine dorsale métallique brute le long de la crête, haute, segmentée et hérissée de relais de boucliers. Des bannières Tariq flottaient au-dessus, marquées de glyphes rouges anguleux. À l'abri des vents de tempête, ils placèrent 3 charges creuses sous les réservoirs principaux. Les marines avançaient en silence, au ras du sol, leur mouvement entraîné mais alourdi par le poids des 12 dernières heures. Tandis qu'ils retombaient sur la crête, essoufflés par le vent qui s'intensifiait, le soldat Wexler jeta un coup d'œil au sentier qu'il venait d'emprunter. Ce sentier, à travers la tranchée de drainage, marmonna-t-il en ajustant la sangle de son fusil. Il n'a même pas déclenché les capteurs au sol. Brando a dit que c'était parfait. Moral n'a pas arrêté de marcher. Il trouve toujours le bon itinéraire. À chaque fois, Wexler a craché de la poussière de sa bouche. À chaque fois, Wexler a craché de la poussière de sa bouche. Tu crois qu'il est déjà venu ici ? Moral s'a grogné brièvement. Si ce n'est pas le cas, il se bat comme quelqu'un qui l'a déjà fait. 30 secondes plus tard, le ciel s'ouvrit derrière eux. Le premier char explosa dans un dôme de feu et d'acier, suivi par la déflagration en cascade du deuxième, puis d'un troisième. Le dépôt tout entier s'envola dans une chaîne de détonation, dévalant la pente en flammes, telle une vague déferlante. La crête s'illumina d'un or violent, dessinant leur silhouette tandis qu'elle disparaissait dans l'obscurité. Depuis l'entrée d'une grotte en contrebas, dissimulée parmi les broussailles et les pierres, 2 yeux observaient le feu s'élever. Le dépôt de Tariq illuminait le ciel, murmura une voix. Ce n'était pas le tonnerre. À l'intérieur de la grotte, une douzaine d'humains s'agitaient. Le visage vide, les vêtements déchirés, les armes bricolées à partir d'outils de mineurs et de tuyaux d'acier. Ils s'avancèrent lentement vers l'entrée, clignant des yeux dans la nuit. « Ils sont de retour », dit l'un d'eux. « Des soldats. De vrais. » Le premier marine qu'ils aperçurent fut le soldat Lucas Tanis. Arme basse, blindage rayé, mais intact. Il avança dans la poussière sans lever son arme, casque sous le bras. Il s'arrêta en voyant le groupe. Hommes, femmes, 3 enfants, tous silencieux, tous observants. Puis une voix retentit au fond, rauque, amère. « Où étais-tu quand le ciel est tombé ?» Tanis se retourna. Vince Coppel se tenait juste derrière les autres. Le bras gauche en écharpe,
la poussière noircissant les bandages autour de son avant-bras. Son visage était voilé, mais sa voix portait. « Tu es arrivé maintenant. Mais où étais-tu quand ils ont commencé à brûler les maisons ?» Tanis ne dit rien. Il s'agenouilla. « Je ne suis pas là pour donner des ordres, dit-il. Je suis là parce que quelqu'un doit se tenir entre vous et eux. » Le silence fut long. Puis Vince avança lentement. Il jeta un coup d'œil aux autres, puis revint aux marines. « Alors, prouve-le. » Le soldat Tanis se leva, jeta un coup d'œil à ses côtés et tendit à Vince un boîtier de communication, fissuré, mais fonctionnel. « Il écoute, » dit-il doucement. Vince hésita une seconde, puis prit l'appareil. « Carrick Brando, » dit-il d'une voix ferme. « Tu veux que ces gens croient que c'est tout, sauf une course suicide. Dis quelque chose qui justifie le risque. » La réponse arriva en quelques secondes. Sans hésitation, sans fioriture, une escouade de reconnaissance Tarek se déplace vers l'ouest. On vient de dérouter un de leurs drones avec une signature piratée. Il passera au-dessus de votre crête dans 4 minutes. Ils croiront que c'est à eux. Il marqua une pause. Alors, fais le premier pas. Et fais en sorte que ça compte. Vince baissa la radio. Il ne dit rien. Mais quelque chose bougea dans la pièce. Quelques civils s'avancèrent. L'un des mineurs tendit un pied de biche. Un autre ajusta la sangle d'un gilet de fortune. Dans les collines, Carrick changea de chaîne. « Sergent Coppel, faites le point. » On voit les patrouilles Tarok se regrouper près de la lignée. Il y avait du grésillement. Puis la voix de Vince retentit, basse mais ferme. Peu de mouvement près du vieux tunnel ferroviaire. On a une vingtaine de civils armés de ferraille et de mots acerbes. Mais je connais des gars qui résistent près de Barrow Hollow. Ils ont du cran et des fusils. Des gars de car qui résistent près de Barrow Hollow. Ils ont du cran et des fusils. La voix de Carrick revint au bout d'un moment. Marquez l'itinéraire. On se retrouve après le coucher du soleil. La file se referma. Vince regarda les autres. Une petite fille s'accrochait à sa jambe, les yeux écarquillés. Il s'accroupit et ajusta la sangle de son sac usé, puis se releva et ramassa la pelle la plus proche, renforcée, cabossée, lourde. « Quelqu'un a-t-il encore de la force » demanda-t-il. Personne ne répondit. Il n'en avait pas besoin. La cendre flottait dans l'air, tandis que le groupe avançait le long du lit asséché du ruisseau, le ciel scintillant encore des dernières lueurs de l'aube. Vince menait la marche. D'un pas irrégulier mais assuré, une main agrippée à une arme de poing rouillée et l'autre calant son bras blessé sur sa poitrine. Derrière lui, 2 civils poussaient un chariot de provisions récupéré, tandis que 3 marines de Spark 9 flanquaient l'arrière, silencieux, vigilants, prêts. « On est proche », murmura Vince, la voix rauque de poussière et de fatigue. Barrow Hollows est à moins de 2 clics de cette crête. Le sergent Moral vérifia sa tablette. L'écran était fissuré, mais fonctionnel. Il captait une chaleur résiduelle. Peut être un mouvement récent, ou un tir récent, répondit Vince en resserrant sa prise sur le pistolet. Ils franchirent la crête en silence. Ce qui se trouvait au-delà n'était pas un village. C'était un souvenir noyé dans la fumée. Barrow Hollow n'était qu'un avant-poste agricole, composé d'une vingtaine de maisons et de 2 granges à ossature métallique entourant un puits central. À présent, ce n'était plus que terre noircie et squelettes de bâtiments tordus. Un enclos à bétail s'était entièrement effondré, les cadavres calcinés des animaux fumant encore près de la clôture. Une maison n'était plus qu'un cratère. Une seconde s'était effondrée comme un tumulus. L'odeur les frappa en premier. Viande brûlée, plastique fondu, accélérateur chimique, ce n'était pas seulement une destruction. C'était une punition. Ils l'ont incendié, murmura Morales en scrutant l'horizon. Tout. Vince s'avança, les yeux scrutant les ruines. Ils ne se contentèrent pas de les brûler. Ils les effacèrent. Le groupe avança lentement, ses bottes crissant sur des éclats de métal calciné et des os cassants. Des corps calcinés gisaient là où ils étaient tombés. Certains armés, d'autres non. L'un serrait encore une pelle. Un autre portait les restes calcinés d'un uniforme de mineur. Vince ne parlait pas tandis qu'il avançait dans la désolation. Il ne jurait pas, ne criait pas. Il marchait simplement, un pas après l'autre, devant les ruines de vie qui avaient tenté de résister. Près de ce qui avait été une cabane à outils, quelque chose bougea. Le soldat Lucatanis leva son arme, mais Vince leva la main. « Attendez. »
Sous une poutre à moitié effondrée, une forme se transforma. Puis, de petites mains. Une enfant, pas plus de 6 ans, en sortit en rampant, le visage maculé de suie et les yeux gonflés par la fumée. Elle serrait quelque chose contre sa poitrine. C'était un casque, celui de l'infanterie. La plaque signalétique était fondue. Illisible. Elle ne pleura pas, se contenta de tenir le casque et de fixer le vide. Tanis baissa son fusil. Un autre marine, le caporal Grayson Thorne, s'avança. Le plus âgé de l'escouade, le visage ridé et les tempes argentées, il s'agenouilla. Il ne posa pas de questions. Il tendit simplement lentement la main et la posa sur le casque, à côté du sien. « Je suis désolé !» murmura-t-il. La fille cligna des yeux, tremblant. Mais elle ne la lâcha pas. Thorne expira, se stabilisant. Puis il la prit doucement dans ses bras, serrant le casque entre eux. Derrière lui, Vince restait immobile. Son visage était indéchiffrable, mais sa mâchoire était serrée, les tendons de son cou tendus comme des câbles. « On les entraîne, » dit-il finalement. Morale se tourna vers lui. « Quoi ? Ceux qui restent. Ceux qui se cachent dans les grottes, les ravins, les fosses de stockage. On les entraîne. On leur apprend à rester en vie, à tuer Terak s'ils s'approchent à nouveau. » Morale s'hésita. « Tu es sûr qu'ils sont prêts ?»« Non, » répondit Vince. « Mais moi, si. » Il s'avança vers le puits brûlé et regarda autour de lui ce qui restait du village. « Donnez-moi 5 personnes capables de marcher. Je les rendrai importantes. » La voix de Kérik parvint par radio un instant plus tard. Il écoutait. Étincelle neuf. Compris. L'expansion de la structure cellulaire est viable. Vous avez l'autonomie sur le terrain. Utilise ce que tu as. Thorne leva les yeux de là où il était accroupi avec l'enfant. « Elle est à toi ?» demanda-t-il doucement. Vince secoua la tête. « Pas encore, mais je veillerai à ce qu'elle ne soit pas seule. » Cet après-midi-là, l'entraînement commença. Une clairière près d'un grenier en ruine devint le champ de tir improvisé. Ils utilisèrent des poteaux de clôture cassés comme barricades, des brouettes renversées comme abris. Vince a travaillé avec 2 agriculteurs, Dallin et Reeve, leur montrant comment ajuster leur visée, interpréter les angles de couverture et se déplacer sans exposer leur dos. « Ne te tiens pas droit, » a dit Vince à Reeve en lui appuyant l'épaule. « Tu penses que la taille te rend plus grand, mais elle te rend juste plus facile à tirer. » Grayson Thorne a appris à un adolescent nommé Cal à percer une brèche avec une lame en fer à béton aiguisé. Morales organisa des exercices de périmètre avec 2 hommes qui transportaient du grain la semaine précédente et qui portaient désormais des armes de poing récupérées. Entre les séances, ils creusaient des tranchées peu profondes et enterraient les morts. Vince marquait la tombe du soldat, dont la jeune fille portait encore le casque. Elle resta assise à proximité pendant qu'il le faisait, les bras autour des genoux, silencieuse. Ce soir-là, Carrick envoya une transmission codée. Brève. Coupée. Les nœuds de résistance se multipliaient. L'infrastructure de commandement s'adaptait. Maintenir la pression. Vince la lut, puis jeta un nouveau coup d'œil à la jeune fille. « La pression, c'est tout ce qu'on a » murmura-t-il. Il se retourna vers la rangée de civils agenouillés dans la poussière, les mains agrippées à des armes de fortune. La sueur ruisselait sur leurs visages. La fumée collait à leurs vêtements, mais aucun d'eux ne cilla. « Il ne s'agit plus de survivre, » leur dit Vince. « Il s'agit de leur faire regretter d'être venus. » Ils n'applaudirent pas. Ils ne hochèrent pas la tête. Mais personne ne détourna le regard. De la crête, la fumée montait encore de Barrow Hollow. Mais pour la première fois depuis des jours, ce n'était pas la seule chose qui montait. Des pas résonnèrent doucement dans le couloir de pierre, tandis que les premières lueurs du matin éclairaient l'horizon déchiqueté. L'ancien sentier du canyon, autrefois voie de drainage des crues saisonnières, était désormais une bouée de sauvetage. Vince, accroupi près d'un rocher érodé, traçait des formes dans le sable. Angle de couverture ici. Zone de destruction là, marmonna-t-il en traînant un éclat de verre dans la poussière. S'ils apportent une armure, attaquez-vous d'abord aux chenilles. Sinon, laissez tomber ce que vous pouvez et disparaissez. Dallin hocha la tête et s'accroupit à côté de lui. Les épaules du fermier étaient désormais plus larges, sa posture moins incertaine. Derrière eux, une douzaine d'autres, mineurs, machinistes et même un concierge à la retraite, entraînés avec du matériel de récupération,
chaque mouvement plus précis que la veille. De l'autre côté de la crête, Morales et Thorne coordonnaient en silence de plus petites escouades. Les civils évoluaient entre les aiguilles rocheuses, se cachant derrière les affleurements, escaladant les corniches peu profondes. Chaque relève résonnait d'ordres chuchotés et de signaux improvisés. Des pierres empilées par trois marquaient une impasse. Des branches cassées indiquaient des zones de repli. Vince se leva et désigna d'un geste l'étroit goulot d'étranglement devant lui. « On les a touchés ici », dit-il. Si Brando a raison à propos de l'itinéraire de patrouille de Tariq, ils prendront le col inférieur pour éviter les fantômes de capteurs. La voix de Thorne résonna sur la radio courte portée. « Je viens d'avoir confirmation. La reconnaissance de Tariq se dirige vers vous. » La radio courte portée. « Je viens d'avoir confirmation. La reconnaissance de Tariq se dirige vers vous. » 2 marcheurs. Un camion de troupes. Vince hocha brièvement la tête. Position maintenant. Les combattants avançaient vite. Ils connaissaient la manœuvre. Des bocaux d'acide industriel étaient enfouis sous le gravier, reliés par des fils provenant de panneaux de communication mis au rebut. Des pointes faites de lames de charrue brisées étaient disposées en croix juste sous le sable. Sur la paroi du canyon, Reeve était accroupi. Une corde enroulée autour d'un système de poulies fabriqué à partir d'un ventilateur éventré. Cal, à peine âgé de 17 ans, s'essuya les mains moites et tâtonna pour dégainer une bobine de corde épaisse. Ses mains tremblaient. Le soldat Tanis s'agenouilla près de lui, le souffle court après l'ascension. « Plus qu'une nuit ?» dit-il. « Tu n'as plus qu'à penser à ça. » Cal le regarda, les yeux écarquillés. Tanis ne sourit pas, se contenta d'acquiescer. Des pas, du métal sur la roche, un léger bourdonnement. La colonne Tariq pénétra dans le col telle une ligne d'ombre. À l'avant, un marcheur d'escarmouche. 8 jambes, un canon haut perché, un noyau blindé peint de rayures rouge-rouille. Son cockpit pulsait faiblement d'une lumière cramoisie. Derrière, des soldats marchaient en formation de 4 par 4, fusils levés. Leur corps était grand, exosquelette, plaqué de segments superposés de chitine et d'alliage. Leurs mandibules claquaient sous leur masque respiratoire. Ils ne virent pas le câble tendu au ras du sol. Le marcheur de tête s'avança. Reeve tira sur la corde. Une énorme dalle de pierre, conçue pour tomber, s'écrasa d'en haut, heurtant violemment l'articulation antérieure du marcheur. Il chancela. Une seconde plus tard, Cal déclencha la charge. Les jarres d'acide explosèrent. L'arrière du deuxième marcheur fondit presque instantanément. Les soldats de Tariq hurlèrent, leur communication s'emballant tandis que le canyon se transformait en une fournaise de feu et de pierre. « Maintenant !» rugit Vince. Les civils surgirent de leur couverture. L'escouade de Thorne ouvrit le feu depuis le mur ouest, les balles ricochant sur les blindages avant de trouver des points faibles. 2 Tariq s'effondrèrent. Un troisième trébucha dans un piège à pointe et ne put se relever. L'un des jeunes combattants, Joran, un mécanicien d'à peine 20 ans, se figea sur place lorsqu'un Tariq contourna la crête, arme au poing. L'alien leva le bras. Vince, avec un instinct exercé, franchit la brèche en 3 enjambées, enfonçant un tuyau métallique dans le flanc de l'alien avec une force brutale. Le tuyau retomba dans un craquement. Il tira Joran à couvert et lui fourra un fusil cassé dans les mains. « On ne meurt pas gratuitement sur cette foutue planète !» grogna-t-il. Le combat dura moins de 4 minutes. À la fin, le canyon était jonché de débris et de membres. Le transport Tarak avait tenté de faire marche arrière, mais l'un des civils, un homme discret nommé Escher, avait déclenché le piège trop tôt. Il s'était effondré sous le poids du véhicule, brisant son essieu. De la fumée s'élevait au-dessus des flèches de pierre. Les Tarak étaient morts. Aucun n'avait réussi à s'échapper. Tanis enjamba un cadavre et regarda vers le centre du lieu de l'embuscade. « Bon sang, marmonna-t-il. Ce vieux con en sait plus sur la guerre que la moitié de notre effectif. » La nouvelle se répandit plus vite que la fumée. En moins d'1 heure, Thorne relaya des paquets de données cryptées à Carrick. Le rapport était bref. Cible éliminée. Aucune victime. Unité civile opérationnelle. Carrick le lut 2 fois, puis le transmit à 2 autres commandants dans l'espace lointain, tous 2 opérant hors réseau dans des secteurs contestés. En orbite, à bord de l'USC Caldera, Carrick se tenait près de la console de communication longue portée. La passerelle était sombre. Son second, le lieutenant Harlen, se pencha.
Ce canyon ne figurait même pas sur les cartes originales, dit Arlène. Comment saviez-vous qu'il l'utiliserait? Je ne le savais pas, répondit Carrick. J'ai deviné qu'il avait activé une autre transmission. Spark 9 dispose de cellules terrestres viables. Ajustement de la stratégie pour exploiter la symétrie. Attendez-vous à des perturbations décentralisées à l'échelle de la planète. Ailleurs, des signaux ont fait écho aux communications extraterrestres à travers plusieurs secteurs frontaliers. Trafic fragmenté, phrases intermittentes, chaînes de données partielles. Des mots comme résistance, embuscade, civils tués se confirmèrent. Aux échelons supérieurs de la bureaucratie de la coalition, des conseillers examinèrent des rapports de renseignement partiels. Ils y virent des chiffres, des pertes, des embarras, puis ils virent pire. Un schéma. Un diplomate de l'espèce sariel, armé, couvert d'écailles et doté de longs fronts au cou, s'exprima dans une salle de transmission à huis clos. Les humains ont commencé à s'adapter. Leurs tactiques sont primitives, mais efficaces. La peur se propage. Un autre délégué, Vascon, du consortium Drake, un ennemi de fer, s'esclaffa. Ce sont des incidents isolés. Ils l'étaient, répondit le Sariel. Ils ne le sont plus. Les analystes de la coalition ont tenté de sceller les rapports, mais des enregistrements cryptés ont fuité sur les réseaux extérieurs du système. Les contrebandiers murmuraient que des combattants humains utilisaient des pièges à feu et des leurres à écho pour neutraliser les patrouilles. Des transporteurs de marchandises relayaient des rumeurs de convois Tarek entiers disparaissant dans des vallées brumeuses. Dans les abris de réfugiés, à la périphérie de l'espace, des voix commencèrent à poser la même question. S'ils gagnaient sur Elandros, que pouvait-il y avoir d'autre? Dans le canyon, Vince s'appuyait contre un transport Tariq brisé, essuyant le sang d'une pièce d'armure déchiquetée. Il regarda les autres autour de lui, les hommes aux mains noircies par la graisse, les femmes tenant des frondes métalliques, la petite fille avec son casque et les enfants accrochant des collets métalliques dans la poussière. Ce n'étaient pas des soldats, pas encore. Mais ils devenaient quelque chose de pire, de plus dur, quelque chose qu'on ne pouvait ignorer. Le tunnel était silencieux, à l'exception d'une faible goutte de condensation. Vince se baissa sous une poutre de soutien effondrée, ses bottes grinçant sur le gravier et les rails rouillés. La caverne s'élargissait en une salle bordée de terminaux cassés et de caisses poussiéreuses marquées des logos décolorés de la coalition. Une faible lumière verte clignotait sur l'un des panneaux. « Ici », dit Dalin en tapotant une console d'une phalange gantée. On dirait un nœud relais. Les cellules d'alimentation tiennent encore la charge. Moral s'est placé derrière eux. Fusil en bandoulière. S'il est connecté à l'ancienne liaison satellite, on pourrait peu être faire rebondir un signal. Vince contemplait les débris de câbles et les panneaux déconnectés. Pensez-vous qu'il suffise de crier assez fort pour qu'on vous entende? Il ne s'agit pas de crier, dit Moral. Il s'agit de chuchoter là où les Tareks ne s'y attendent pas. Ils se sont mis au travail. Les fils ont été dénudés, les panneaux recablés. Un terminal cassé et récupéré dans une ancienne station minière a été boulonné au mur, réparé avec du ruban de cuivre et des joints soudés à la main. Le cœur de la batterie a été stabilisé avec du gel de refroidissement récupéré d'un drone électrique détruit. 1 heure plus tard, le premier ping de test a été lancé. Drone électrique détruit. 1 heure plus tard, le premier ping de test était actif. À peine une impulsion. Carrick Brando le reçut à bord de l'USC Caldera. L'écran clignota une fois. Reconnaissance de l'équipe au sol Enod 47. Il se déplaça instantanément. Dans l'alcôve de commandement, il activa la clé satellite Terrac capturée, contourna l'arbre d'authentification avec des scripts de force brute et introduisit un fichier préenregistré. Sa voix emplit le canal montant, sèche et haché. Ici Carrick Brando. Elandros respire encore. Si vous entendez cela, c'est que vous n'êtes pas aussi mort intérieurement que le Conseil le pense, que ce sont réveillent tous ceux qui ont encore une colonne vertébrale. Le message pulsa vers l'extérieur, codé en faisceau dense, et se propagea sur les traînées de réfraction des débris orbitaux. Il s'est glissé sous les bandes de balayage standard. Il n'était pas destiné à la coalition, il était destiné à tous les autres. De retour dans la grotte, Daline ajusta le relais de fréquence et se tourna vers Vince. « Tu veux dire quelque chose ?» Vince resta un long moment immobile, les mains serrées. L'enfant était assise dans un coin, son casque toujours pressé contre sa poitrine. Les civils observaient dans l'ombre, fatigués, ensanglantés, silencieux.
Il s'approcha du micro. Ici, Vince. Elandros n'est pas mort. Il est juste énervé. Puis une autre voix se fit entendre. Reeve, appuyé sur un pied de biche tordu. On ne part pas, dit-il. Et sa voix tremblait. Mais elle portait. Une autre, un vieil homme nommé Garen. Dites-leur que nous sommes toujours là. Une fille peut être 13 ans, par là la dernière. Nous sommes en vie. Moral se détourna, clignant rapidement des yeux. Ils passèrent les messages en boucle et les laissèrent tourner. Chacun était bref, brutal, réel. Ils portèrent plus loin que Kéric ne l'avait imaginé. À travers les secteurs périphériques, les échos atteignirent les contrebandiers, les commerçants, les mercenaires privés et même les milices planétaires qui n'avaient pas effectué de mission depuis des années. Kyle Draven, commandant d'une colonie de Freehold, s'interrompit en plein vol pour vérifier les informations et observa l'enregistrement. Il se tourna vers son second. Elandros était censé être parti. Son second, un extraterrestre mince et pâle, aux joues bombées et aux pupilles sombres, parla doucement. Mais ce n'est pas le cas. À bord d'un vaisseau marchand varélien, un diplomate du clade Fenar, une grande race insectoïde aux bras multi-articulés et aux yeux cristallins, diffusa le signal en boucle. « Les humains brûlent différemment, dit-il à personne. Ils brûlent vers le haut. » Sur Elandros, Park 9 se rassembla dans un réseau de grottes basses, planifiant sa prochaine attaque. Moral présenta la carte. Il nous reste 3 caches de munitions. 2 sont accessibles. La 3e est sous la patrouille de Tariq. Thorne désigna une fourche de canyon. Ils installent des répéteurs ici. Si on y parvient, on aura droit à 1 semaine de blackout. Le soldat Wexler lança une pierre dans la lueur du feu. Ou bien, il attirera une division blindée. Je dis qu'on attaque, dit Tanis. Faisons du bruit. Qu'ils croient qu'on a plus de valeur qu'on en a. N'oublions pas ce qu'on est, marmonna Thorne. On n'est pas une foutue armée. Vince entra alors, la poussière maculait sa veste, les yeux plus sombres qu'avant. Il écouta, puis désigna la fourche du canyon. On frappe les relais, dit-il. Mais on ne pousse pas. On disparaît après. On laisse des panneaux indiquant qu'on est parti vers l'ouest. On les devance et on fait demi-tour. Personne ne protesta. Le plan était établi. Ailleurs, dans les chambres hautes du haut tribunal de la coalition, l'ambassadeur Elias Markov se tenait devant l'assemblée diplomatique au complet. Sa voix était maîtrisée, mais son visage trahissait le feu. Elandros a été déclaré sacrifice. Maintenant, il gagne. Cela devrait vous terrifier tous. Le délégué Celiari plissa ses 6 yeux cristallins. Que proposes-tu, humain? Reprendre? Glorifier l'insubordination? Je suggère que nous arrêtions de faire comme si la trahison n'avait aucune conséquence. L'orateur de Krivac, toujours en armure de cérémonie, s'exclama. Vous n'êtes pas autorisé à parler au nom de l'armée de la coalition. Armure, s'exclama. Vous n'êtes pas autorisé à parler au nom de l'armée de la coalition. Je n'essaie pas, répondit Markov. Je vous préviens, ce n'est pas fini. Ils ont voté, censure, silence. Les accréditations de Markov furent révoquées dans l'heure, mais pas avant qu'il ait téléchargé l'intégralité des journaux de la résistance sur 7 réseaux anonymes, y compris les flux visuels, les signatures thermiques et le message original de Brando. En quelques jours, des bribes de l'histoire commencèrent à faire surface sur les canaux hors réseau, dans les vieux satellites de communication de l'Union, dans les briefings des convois marchands. L'expression « Elandros respire encore » prit racine comme de la cendre dans un sol sec. Et quelque part dans les ruines du canyon, un murmure suivit le vent. Le commandant du brouillard. C'est ainsi que les civils l'appelaient désormais. Carrick Brando. Personne ne l'avait jamais vu, mais les ordres arrivaient. Des provisions tombaient de nulle part. Les coordonnées des cibles arrivaient à la tombée de la nuit. Des fusées d'avertissement explosaient quelques secondes avant le passage des drones ennemis. Pour les habitants d'Elandros, il n'était plus un homme. Il était la seule chose en laquelle ils avaient encore foi. Le vent chaud soufflait à travers le pont détruit, charriant cendres et gravier dans les secteurs inférieurs des ruines industrielles. Vince, accroupi près d'un conduit de ventilation fracassé, dessinait une carte sommaire dans la poussière avec un morceau de fil de fer tordu. La silhouette de la dernière cité d'Alandros se profilait au loin, ses cheminées éventrées hérissées d'antennes Tarok. Une lumière rampait à travers les couches supérieures de brouillard, mais en dessous, dans les bouches d'égouts et les couloirs techniques, il n'y avait que de l'ombre. Derrière Vince, Thorne réglait un brouilleur de signaux portables. À cette profondeur,
On a peu. Être 10 minutes avant qu'il ne nous triangule. Tu es sûr que ce réseau de tunnels relie le complexe? Vince ne leva pas les yeux. Je suis né à 3 pâtés de maison de l'usine d'eau. J'ai joué dans ces tunnels avant de savoir tenir un fusil. Un bruit parasite s'abattit sur l'air. Moral tendit la radio à Vince. C'est Brando. Vince s'essuya la poussière des mains et décrocha. Vas-y. La voix de Carrick résonna, faible et saccadée. Vince, les tunnels industriels devraient toujours traverser la sous-station est. Confirmation? Confirmation, répondit Vince. Ces tunnels sont parfaitement reliés. J'en ai vu chaque recoin. Il y eut un bref silence, juste des parasites. Alors tu mènes, dit Carrick. Je passerai devant vos yeux. Un autre silence. Vince jeta un coup d'œil vers le fond du couloir, où des civils renforçaient une barricade avec des portes en acier et des arcs de soudage. Ne laissez pas ces gens mourir pour rien, commandant. Je ne le ferai pas. Pas tant que j'aurai encore une voix pour vous guider. Le dernier bastion de l'occupation Terrac n'était pas construit pour la guerre, mais pour durer. Le cœur de la cité alimentait autrefois un tiers de l'hémisphère nord d'Elandro. Il était désormais à moitié démantelé, recouvert de capteurs et de portails électriques. Les Tariks occupaient la surface. Spark 9 irait en dessous. Au-dessus, l'ennemi empruntait des couloirs impeccables d'alliage et de lumière bleue. En dessous, les humains rampaient à travers la rouille et les racines. Les préparatifs commencèrent dans le silence. Les équipes avancèrent dans la nuit, traînant des caisses de tubes, des ballots de bouteilles en verre et des seaux de produits chimiques récupérés. Reeve organisa son équipe pour remplir les bouteilles, moitié carburant, moitié polymère adhésif. Ils attachèrent des chiffons imbibés de gel chimique à leurs bouchons. Derrière eux, un groupe d'adolescents attachait des poignées métalliques à des portes en ferraille, les tirant à travers les ruelles pour former des barricades improvisées. Joran et Cal ont renforcé une passerelle avec des tiges de renfort récupérées sur une ligne de Skytram détruite. Le pont enjambait un ancien point d'évacuation des eaux usées, étroit et glissant. Un faux pas pouvait casser une jambe, voire pire. « On est trop exposé ici », dit Cal en vérifiant nerveusement les boulons. « Alors ne tombe pas », marmonna Joran en enfonçant le dernier clou avec une clé à molette cabossée. Au fond des tunnels, Moral et ses Tanis cartographièrent la voie d'infiltration à la craie thermique et aux amortisseurs de bruit. Ils n'avaient emporté aucun équipement de secours. Pas d'oxygène supplémentaire. Ce serait rapide, voire fatal. À l'entrée du tunnel, l'un des civils, un homme nerveux nommé Ferrec, se figea en regardant le couloir. Il tenait un marteau à 2 mains, les jointures blanches. Thorne s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu penses à fuir ?» Farik hocha la tête en tremblant. « Je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas comme toi. »« Ce n'est pas du courage, » dit Thorne à voix basse. « C'est de l'entêtement. Maintenant, bouge. » Farik cligna des yeux, puis s'avança. La veille de l'offensive, personne ne parlait fort. Ils étaient assis autour de la carcasse brisée d'un noyau de traitement, mangeant tranquillement, vérifiant leurs armes, le regard perdu dans le vide. Vince se tenait seul au bord de la grille d'égout, le regard fixé sur la faible lueur qui montait du quartier occupé. Dalin s'approcha. Une bâche pliée à la main. Les prévisions météo annoncent une rotation du vent à 3 H. Cela pourrait dissiper la fumée dans notre direction. Bien, dit Vince. Il nous faudra la couverture. Tu penses toujours que ça va marcher ? Vince ne répondit pas. Il se contenta d'observer le ciel, à l'affût de ce qui n'était pas encore arrivé. Loin au-dessus, les nuages roulaient bas, lourds de fumée, de silence et d'attente. À 3 H 17, les charges explosèrent. 3 détonations, parfaitement synchronisées, éclatèrent dans le district extérieur. Chacune visait un nœud relais enfoui dans une infrastructure non cartographiée par les satellites de la coalition. Des étincelles traversèrent les réseaux de fibres optiques. Les réseaux électriques clignotèrent puis s'éteignirent. Les capteurs de mouvement tombèrent en panne. Dans les tours supérieures, les sentinelles terriques s'empressèrent de recalibrer pour finalement découvrir que les réseaux de secours étaient déjà sabotés. Carrick, observant depuis une orbite haute, confirma la panne. « Avancez », dit-il à la console. Les yeux baissés. Des 6 bouches d'égout du périmètre, Spark 9 et les civils émergèrent comme un seul homme. Moral prit la ligne ouest, accompagné d'un groupe de mineurs et de 2 marines. Tanis mena une petite escouade à travers le canalet, les armes enveloppées dans une bâche pour atténuer les reflets.
Au centre, Vince avançait sous l'ancien conduit de la distillerie, point de passage pour 15 combattants. Ils passèrent sous des fondations construites des siècles auparavant, où des racines de jardin oubliées s'enfonçaient dans le béton et où les tuyaux sifflaient doucement sous une pression stagnante. Personne ne parlait. Personne ne toussait. Les seuls bruits étaient des pas et un sifflement de respiration. Au-dessus d'eux, les Tariks tenaient toujours la ville. Mais en bas, les humains se déplaçaient comme de la fumée, silencieux, informes, prêts à s'enflammer. Le premier coup de feu fendit la brume matinale avant que le soleil ne dissipe les cheminées. Une sentinelle Tarik s'effondra contre une rambarde rouillée. Du sang bleu maculait le mur derrière lui. Puis vinrent les cris d'alarme, les aboiements des fusils, le rugissement d'une bombe artisanale explosant dans le couloiret. L'offensive avait commencé. Des grilles d'égout, des tunnels d'accès effondrés, des cages d'ascenseurs effondrées depuis longtemps, les humains surgirent. Vince se cogna le dos contre une porte d'escalier, essoufflé. Son bras était serré dans de vieux bandages, trempés de rouge vif, mais il tenait une barre de fer comme si elle faisait partie de son corps. Derrière lui, 2 adolescents combattants, Cal et un jeune garçon prénommé Rowan, le suivaient de près, chacun muni d'une matraque électrique modifiée et d'une bobine de ruban thermique. « Dégagez le prochain palier », dit Vince à voix basse, concentré. Ils avancèrent rapidement. Alors qu'ils atteignaient le 4e étage de la tour de traitement effondrée, un soldat Tarik surgit du couloir latéral, sa carapace segmentée maculée de suie et de cicatrices d'impact. Il leva son fusil et Vince n'attendit pas. Il enfonça la barre d'armature à 2 mains dans le côté de la mandibule du Tarix. L'extraterrestre titouba. Vince attrapa la rampe avec son bras valide, pivota de tout son poids et enfonça à nouveau la barre contre son flanc. L'os et le métal craquèrent. La barre heurta le sol en tressaillant. « Tu vois ça » murmura Cal, stupéfait. Rowan le fixa. Il ne réfléchit même pas. « Continue d'avancer » grogna Vince en s'essuyant le sang du visage. Ils avancèrent. Au dépôt de carburant sud, le sergent Moral coordonna des escouades de mineurs et d'agents de Spark 9 qui se chevauchaient. La fumée brouilla l'air. Une des fenêtres du dépôt explosa vers l'intérieur, le verre et les flammes se précipitant par-dessus une barricade. Un marine nommé Collard s'écroula en hurlant, touché par des éclats d'obus. Mais une autre silhouette s'engouffra dans la brèche. Le soldat Lénavard, casse-côté, la joue ensanglantée. Elle attrapa une pelle à charbon et attaqua Tarik qui chargeait, la frappant 1 fois, 2 fois, puis 1 fois. Le fusil de l'alien s'abattit d'abord sur lui, puis sur son corps. Var ne s'arrêta pas. Elle se tourna vers Thorn, qui couvrait l'angle suivant. Les flancs ouest percés. « On tient ou on brûle » cria Thorn en retour. Alors, on tient. De l'autre côté du couloir nord, l'escouade d'Alain combattait dans une quasi-obscurité. Une unité de choc Tarik avait percé l'un des tunnels d'accès à l'aide de cutters thermiques. Des étincelles illuminaient les murs. Un civil nommé Barrett, brandissant une lance en fer blanc enveloppée de tissu, enfonça la pointe dans le ventre d'un Tarik, le clouant au mur. Il retomba, haletant, les bras tremblants. « Barre » hurla quelqu'un. « Je vais bien » hurla-t-il. « Achète-moi juste un autre tuyau. » Dans une tour de guet reconvertie, à 2 pâtés de maison de là, Carrick Brando se tenait au-dessus d'une console tactique, les yeux scrutant 4 flux de données assemblés à partir de capteurs de mouvement et d'imageurs thermiques. « Équateur Nord. Laissez-les franchir la jonction, » dit-il dans le communicateur. Une fois à découvert, effondrez les 2 flancs. Bloquez l'ouest par le feu. Forcez-les à entrer dans les ruelles. Ligne sud hors délai. S'ils ne s'emparent pas du poste dans les 5 minutes, coupez les disjoncteurs manuellement. Faites-le avant qu'ils ne se déroutent. Sa voix ne s'éleva jamais, mais chaque mot résonnait comme un commandement. Au sol, Spark 9 s'adapta en conséquence. Sur la placée, Rowan hésita au pied d'un escalier en colimaçon. Des coups de feu résonnèrent au-dessus de lui. Vince, saignant abondamment, ne s'arrêta pas. « On n'a pas le droit de geler, dit-il. « Pas aujourd'hui. Mais vous êtes touché. Alors, tant pis. » Ils grimpèrent. Au sommet, une fenêtre brisée donnait sur la cour intérieure, où 5 exosquelettes Terrak formaient une ligne de pince vers le dernier point de repli civil. Vince baissa sous une poutre en béton.
la manche maculée de sang et appela par radio. Ici Coppel. Point de vue nord-est. 5 scaphandres se déplaçaient sur Echo. La voix de Carrick revint. La défense d'Echo est réduite à 10 combattants. Détruisez l'escalier de secours derrière vous et utilisez la ligne de verre pour les angles. Nous enverrons des fusées éclairantes pour les disperser. Vince regarda autour de lui. Tu l'as entendu, dit-il à Cal. Arrache la rambarde et bloque-nous le dos. Cal bougea. Rowan plaça le dernier détonateur dans l'encadrement de la fenêtre. 2 secondes plus tard, la fusée s'alluma derrière la colonne terrique, explosant d'éclairs et de chaleur. Ils se retournèrent, confus, puis l'embuscade surgit d'en haut. Les 3 minutes suivantes furent un véritable chaos. Pas de formation. Pas de stratégie. Juste des corps heurtant l'acier. Des cris à travers la fumée. Des lames contre la carapace. Un civil reçut un coup à la poitrine, mais arracha la goupille d'une charge thermique avant de s'effondrer. L'explosion balaya le flanc. Le temps que la poussière retombe, les combinaisons étaient baissées. Rowan était assis, haletant, casque enlevé, le visage maculé de suie. Vince était toujours debout. Disparu, le visage maculé de suie. Vince était toujours debout. Ce vieux bâtard respirait encore, murmura Morales dans les communications, quelque part à l'ouest. C'est un sacré immortel. Depuis l'orbite, un croiseur Tarok se mit en position. Massif, élégant, plaqué d'obsidienne, ses canons de train d'atterrissage réchauffaient. Son réseau de capteurs scrutait la surface, absorbant les données de centaines de nœuds. En contrebas, la ville brûlait toujours. Vu d'en haut, cela aurait dû ressembler à une victoire. Mais chaque scan affichait le même résultat. Chaos, résistance, aucun contrôle. Puis, il clignota en rouge. Chaque nœud affichait le même résultat. Contrôle perdu. Force terrestre dispersée. La résistance dépasse la projection. Le croiseur marqua une pause. Puis, moteur en feu, il fit demi-tour et quitta le ciel qu'il dominait autrefois. Dans la cité détruite, les unités terrestres terriques restantes commencèrent à se replier, se précipitant dans des tunnels, descendant des échelles, puis repassant par des portes en ruine. Ils se ruèrent dans les tunnels, descendirent les échelles, franchirent les portes en ruine. Le silence s'installa. Plus d'ordre, plus de coups de feu. Juste le sifflement des tirs et le gémissement des servomoteurs cassés. Du toit aux égouts, aucun terrique ne répondit à l'appel. Et pour la première fois depuis des semaines, personne ne courait. Vince s'appuya contre le mur d'une station de remontée mécanique en ruine, une jambe défaillante, le sang trempant sa chemise. Cal s'approcha lentement. « Monsieur ?» Vince respirait faiblement. Ses doigts tremblaient, mais ne lâchaient pas la barre d'armature. Puis, enfin, trouver les blessés, sortir les enfants du toit, reprendre possession de la ligne d'eau. Un escalier, une rue, un pâté de maisons récupérées. Pas de drapeaux hissés, pas de banderoles déployées, juste des cendres, et pas de tariq en vue. Le ciel au-dessus d'Elandros III était encore lourd du poids de la bataille. La fumée persistait, roulant entre les squelettes déchiquetés des tours industrielles. Le silence n'était plus celui de la paix, c'était celui des conséquences. Il pesait sur la ville comme une main, attendant de voir si le pouls s'était arrêté. Carrick Brando pénétra sur la place centrale, ses bottes crissant sur les éclats de verre et les débris noircis. Les ruines autour de lui portaient les marques de ce qui était arrivé et de ce qu'il avait enduré. Murs brûlés, acier brisé, allées fondues. Le sang séchait encore entraîné sur les décombres. L'air sentait l'ozone, l'isolation brûlée et quelque chose de plus ancien, une vengeance plus amère, accomplie mais pas complète. Au cœur de la place, un nœud de commandement tariq renversé crachotait d'étincelles mourantes. Son plaquage en alliage était fissuré. Ses glyphes de commandement étaient brûlés en noir par des bombes incendiaires et de la détonite. Les vestiges d'une bannière autrefois immaculée, rouge sang, marquée de runes tariq, flottaient faiblement sur un pylône brisé, désormais réduit à un simple symbole d'échec. Autour de Karak se trouvaient les survivants, non pas des soldats en uniforme, mais des soudeurs armés de fusils, des adolescents armés de lames de fortune, des vieillards armés de frondes renforcées de fils d'acier. Ils se rassemblèrent sans ordre précis, sans rang. Ils restèrent debout, refusant de s'agenouiller. Carrick s'arrêta près d'une radio tombée, une technologie extraterrestre récupérée d'un kit de terrain tariq et recablée par un spécialiste de Spark 9.
L'écran clignotait encore, affichant des glyphes instables, mais il bourdonnait d'un signal fonctionnel. Il ne s'éclaircit pas la gorge. Il ne cherchait pas d'audience. Il appuya sur l'émetteur, la voix ferme et tranchante comme un couteau de combat. Ici Carrick Brando. Nous sommes venus ici pour mourir. Certains d'entre nous l'ont fait. Il marqua une pause. Le silence emplit chaque couloir de la cité en ruine. Mais il semble que nous ne serons pas les derniers. Ces mots, prononcés avec force et clarté, traversèrent l'espace profond comme des éclairs. Au-dessus d'eux, dans le ciel brûlé, les nuages se déplaçaient lentement, épuisés par la retraite du croiseur Tariq, se dispersant en arcs silencieux. Les derniers s'étaient retirés sans coup férir, sans dernier rempart. Ils n'avaient pas fui par honte, ils avaient fui par calcul. À l'extrémité de la place, Vince Coppel était assis, affalé au pied d'une statue d'eau en ruine, les jambes allongées, enveloppé dans un tissu déchiré. Sa chemise était trempée de sang et de cendres. Étendu de tout son long, enveloppé dans un tissu déchiré. Sa chemise était trempée de sang et de cendres. Il était immobile, respirant lentement, les yeux fixés au ciel. Sur ses genoux, la petite fille de Barrow Hollow se penchait vers lui, les bras serrés autour du casque d'infanterie. Son visage était caché, ses doigts serraient la jugulaire comme si c'était la vie elle-même. Autour d'eux, les vestiges de Spark 9 se déplaçaient comme des ombres dans la fumée. Morale vérifiait les douilles et distribuait les rations. Thorne supervisait le transport des blessés depuis les abris voisins. Tanis se tenait au sommet d'un tas de décombres, muni d'une lunette de fortune, traquant les derniers marqueurs de retraite térique confirmés, au cas où l'un d'eux se raviserait. Personne ne sourit, mais aucun ne recula. Ailleurs, à des années-lumière de là, le Haut Conseil de la Coalition siégeait dans une chambre scellée de lumière cristalline, la transmission de Carrick circulant en boucle dans un langage compréhensible par chaque espèce. Ils disaient qu'ils étaient venus pour mourir, murmura le délégué du Concordat de Vurel, le long cou arqué en arrière, incrédule, sa peau cristalline luisant faiblement. Et ils ne l'ont pas fait, répondit l'envoyé Celiari, le regard indéchiffrable, ses mandibules claquant un seul coup. Un sénateur Drake, vêtu d'une armure cérémonielle d'obsidienne, laissa échapper un grognement sourd. Ils auraient dû mourir dès le premier jour. Mais ce ne fut pas le cas. Et maintenant, la salle, habituellement remplie de jargon stratégique et de diplomatie aseptisée, sentait la peur. Par-delà les frontières, les flottes pirates changèrent de cap. Des milices indépendantes décryptèrent le signal et le rediffusèrent. Des stations neutres diffusèrent la voix de Carrick Brando en boucle entre les horaires de chargement et les alertes pirates. Sur des astéroïdes oubliés, des cellules rebelles rallumèrent des terminaux longtemps endormis. Un signal, une voix, et derrière, le mouvement. Sur Alandros, Carrick resta où il était, scrutant l'horizon d'un regard fatigué qui ne manquait rien. Autour de lui, la place s'anima lentement. Les civils recommencèrent à s'organiser, éteignant les pièges à fusées éclairantes, traînant les débris vers de nouvelles barricades, vérifiant si les enfants étaient blessés. Ils n'agissaient pas par peur, mais par attente. Ils ne reconstruisaient pas. Ils attendaient. Carrick appuya de nouveau sur l'émetteur. La radio Tariq grésilla, résista, puis céda au code de neutralisation humaine gravé dans sa mémoire pendant la campagne de sabotage. Cette fois, sa voix était plus froide. Elle ne s'éleva pas, ne cria pas, à ceux qui nous ont tourné le dos quand il le fallait, à ceux qui ont signé notre arrêt de mort depuis des fauteuils moelleux et des mondes plus sûrs, quand il le fallait, à ceux qui ont signé notre arrêt de mort depuis des fauteuils moelleux et des mondes plus sûrs. Nous arrivons. Le message s'arrêtait là. Il laissa tomber la radio par terre et s'éloigna. Personne ne bougea, personne ne chuchota, mais chaque main qui avait tremblé serrait maintenant plus fort quelque chose. Une pelle, un tuyau, un fusil, un enfant. Le message n'avait pas seulement été entendu, il avait été reçu. Il n'y eut aucun applaudissement, aucun cri de guerre, seul le silence. Et puis, le changement. Quelque part, au-delà des Landros, les nœuds de commandement de Tariq vacillèrent hors ligne. Un rapport de terrain fut enregistré. Un mot était gravé en gros caractères rouges sur l'entrée. Hostile, non conforme, retiré, et puis noir. De retour sur la place, Vince ferma brièvement les yeux. La jeune fille dans ses bras resta silencieuse.
Elle n'avait pas besoin de réconfort, juste de contact. Il posa une main délicate sur le casque. Au-dessus d'eux, la fumée flottait toujours, portée par le vent, non par le feu. Juste une pause, jusqu'à ce que la prochaine guerre éclate. Laissez un commentaire rapide et dites-moi ce que vous pensez, ou dites-moi simplement bonjour si vous préférez l'une ou l'autre façon. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Oh, et une dernière chose que tout grand soldat sait, c'est que pour survivre et devenir un héros, prendre soin de soi est essentiel. Alors avant de partir, vérifiez le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important, et j'ai choisi une autre vidéo à regarder. Cliquez simplement sur la carte ici, ou ici si vous voulez la playlist complète. On se voit là-bas.